Et nous allons maintenant lancer la première table ronde du jour, changer de regard sur les addictions avec la prévention et la réduction des risques. J'invite nos trois invités à nous rejoindre, l'adjoint à la maire de Rennes et délégué à la sécurité civile, prévention des risques, vie nocturne et propreté, Cyril Morel. Bonjour Cyril Morel. La responsable nationale de la prévention pour Addiction France, Jordana Bellegarde. Bienvenue, Jordana Bellegarde. Et enfin, Guillaume Moreau, psychologue pour Addiction France, ainsi qu'animateur et coordinateur de consultation jeunes consommateurs. Je me permets... Oh là là, mais quel succès! Mettez-vous là, Guillaume. Je me permets également de vous rappeler qu'il est possible de réagir à tout moment en envoyant vos questions par QR code. Alors, je vous propose de regarder un film concernant la prévention en action. On boit un verre parce que c'est agréable. On trinque à chaque grande occasion. On prend un dernier petit apéro avant de reprendre la route. Tant d'habitudes et de coutumes où l'usage de l'alcool semble aller de soi. C'est pourquoi, dès sa création, l'association place la prévention au cœur de son action. Première cible, les jeunes. Dès la première moitié du XXe siècle, l'association diffuse dans les écoles des supports d'enseignement sur les dangers de l'alcool. En 1956, elle parvient à faire interdire le vin dans les cantines scolaires pour les enfants de moins de 14 ans. Un menu scientifiquement équilibré tient compte, en ce qui concerne le choix des boissons, de la dernière circulaire du ministre de l'Éducation nationale qui vient d'interdire dans toutes les cantines scolaires toute boisson alcoolisée pour les moins de 14 ans. Le ton de ces messages de prévention colle aux évolutions de la société. D'abord culpabilisateur et angoissant, il devient plus factuel. Les explications scientifiques remplacent peu à peu les leçons de morale. Dans les années 80, le rapport des jeunes à l'alcool change. Les jeunes ne consomment plus pour le plaisir, mais pour la défonce. Quand on rencontre des jeunes, si on vient simplement en leur parlant d'alcool, ils nous parlent de cannabis. C'est en partant de ce constat que l'association commence à élargir son action à la prévention de toutes les drogues. Prévention et la réduction des risques en matière de conduite addictive est donc le premier champ d'action porté par Addiction France depuis 150 ans. Aujourd'hui encore, la première cible à toucher et à sensibiliser reste les jeunes, car comme vous le savez, les occasions et les tentations sont multiples et les produits sont bien souvent trop accessibles. Guillaume Moreau, quel est l'état des lieux concernant les principales addictions qui touchent aujourd'hui les jeunes ? On a pu observer ces dernières années, s'agissant des collégiens et des lycéens, eu quand même une amélioration dans les chiffres concernant la consommation d'alcool, de tabac, de drogues illicites, mais on reste quand même à des niveaux assez élevés. En France, l'alcool, ça reste le produit psychoactif le plus consommé, et c'est aussi celui qui est expérimenté le plus tôt. Un jeune sur deux à 13 ans a déjà goûté à l'alcool. On est quand même dans des moyennes très hautes et plus hautes que nos voisins européens. Le tabac, c'est la seule drogue qui est consommée de façon quotidienne chez les jeunes de 17 ans, pour 25% des jeunes. 25% 25%, oui. Un quart des jeunes de 17 ans fument tous les jours. Selon les dernières enquêtes de l'OFDT, oui. Le cannabis, qui est la substance illicite qui est la plus consommée en France, à 17 ans, 4 jeunes sur 10 ont déjà consommé. Après, on est aussi sur la question du protoxyde d'azote. Ce qu'on a observé, c'est que une consommation qui était assez confidentielle et rare auparavant, sur les dernières études, ces dernières années, le proto se hisse à la 2e ou à la 3e place des produits consommés en fait par les jeunes. Ça se consomme comment ? Le protoxyde d'azote se consomme en fait avec sous forme de ballon en fait. Ah oui. Donc
Après, j'imagine que mes collègues sont des spécialistes. Je peux réexpliquer si vous souhaitez le préciser un peu plus. Après, c'est des capsules qu'on va percuter. On va remplir un ballon et après, la personne va le consommer en aspirant le gaz, en fait. Et donc, on appelle ça le gaz hilarant. Donc, c'est vrai que ça produit un état chez la personne, une sorte d'ébriété, d'euphorie, en tout cas, chez le jeune. Et concernant les jeux de hasard et d'argent? Alors, c'est un sujet super intéressant, et surtout actuellement, c'est qu'on voit en fait que les cibles des publicitaires sont quand même les jeunes. On l'observe dans toutes les pubs actuellement. Et depuis 10 ans, on a quand même observé qu'il y avait un rajeunissement en fait des personnes qui pouvaient jouer aux jeux de hasard et d'argent, qui est souvent lié en fait à la question de la libéralisation des jeux en ligne en fait. Alors Guillaume Moreau, concernant les situations à risque, où, quand et comment les jeunes franchissent la ligne en termes de consommation? Alors la question, elle est surtout autour de la question de l'adolescence. En fait, on observe, pour moi, et dans la clinique en fait quotidienne, 2 points. C'est le premier point, il serait autour de l'âge on va dire de 11-12 ans et l'entrée en 5e, où on observe déjà les premières expérimentations de produits. Poussés par les pairs? Poussé par les pairs, mais aussi, je crois, par l'envie de repousser ses limites, à aller voir autre chose aussi, qui est quand même propre à l'adolescence. Et le deuxième point de bascule, c'est vraiment avec l'arrivée au lycée, où là, les consommations, elles vont être beaucoup plus régulières. Cyril Morel, pourquoi s'engager dans la réduction des risques quand on est une collectivité, en l'espèce à Rennes? Alors, en l'espèce à Rennes, d'abord parce que quand on est élu local, on est un élu de proximité, à portée d'engueulade, et on est bien obligé de s'intéresser à tous les sujets, y compris ceux qui ne nous concernent pas. Plus sérieusement, hein, donc je voudrais quand même d'abord souligner qu'effectivement, on sort d'une crise sanitaire qui a vu un impact important, notamment sur les jeunes, en termes de santé mentale, avec une consommation de produits psychoactifs extrêmement important qui s'est développée ces 3 dernières années. Alors, Rennes, c'est une ville de 220 000 habitants, dont près de la moitié a moins de 30 ans et qui compte 70 000 étudiants. Donc c'est un terrain important déjà d'entrée, ça dresse un tableau. Par ailleurs, la Bretagne est une région assez festive. En 1838, donc on remonte un peu, Alexandre Bouet, dans son ouvrage sur la vie des Bretons, écrivait « Aucun peuple n'a porté plus loin la passion de la danse ». Et dans ce livre, on trouve entre un chapitre sous l'ouverture de la fête et un autre sur les accords au cabaret, il y a un chapitre qui s'appelle, en 1838, « La première leçon d'ivrognerie ». Voilà. Et de même, dans cette tradition, je continue sur un petit peu d'histoire locale, dans la tradition des Fest Days. Donc les Fest Days, c'est comme les Fest Noz que tout le monde connaît, mais en journée. On a aujourd'hui des vrais moments festifs, donc en journée, donc de midi, de 12h à 22h, comme ça évite d'avoir à gérer un événement qui devient un peu plus compliqué la nuit, mais dans le principe, le modèle économique est assez simple, c'est gratuit, ouvert à tous, et l'équilibre économique est assuré par la buvette. Donc, ce qui peut donner aussi là des vrais sujets pour nous en tant que collectivité. Et les jeunes sont donc votre principale cible à Rennes. J'ai été étudiant à Rennes il y a bien longtemps, je me souviens bien de la rue de la Soif. Donc, parlons de la rue de la Soif, effectivement. En vrai, elle ne s'appelle pas comme ça. Oui, je sais. Voilà. Et il y a d'autres spécialités à Rennes, comme la galette saucisse ou le Stade Rennais, qui peuvent être aussi des conduites addictives, mais pas de la même manière. Donc la rue de la Soif, oui, c'est important parce que c'est effectivement là, en matière dans le cadre de notre politique de prévention des risques, que tout a commencé, ou plutôt qu'on a eu un tournant important dans les années 2004-2005. Retour en arrière, début des années 90, partenariat entre le Festival des Transmusicales et l'AMNEF, la Mutuelle nationale des étudiants de France, très orienté sur la question des MST. C'est la campagne par les mois d'amour autour du sida. Milieu des années 90, on met en place avec les trans et le Centre d'information jeunesse un dispositif qui s'appelle Préventrans, à destination des festivaliers. Début des années 2000, des phénomènes d'alcoolisation massive sur l'espace public. D'abord parce que les bars, ça finit par coûter un petit peu cher. Donc c'est plus simple d'acheter une bouteille et de se poser
à proximité de la rue de la Soif, sur le côté place Sainte-Anne, place des Lys, etc., et qui se termine régulièrement par des affrontements avec la police en fin de soirée. Lorsque la police considère qu'il est temps d'arrêter de faire la fête, eh bien, il y a des affrontements. Et à ce moment-là, eh bien, nous mettons en place un dispositif qui existe toujours, qui s'appelle le dispositif Prévenville, qui est un bus d'information sur la prévention et la réduction des risques, donc drogue, alcool, MST, et nous mettons en place des soirées d'Azibao, c'est-à-dire des soirées qui sont organisées dans une salle de spectacle, pas très loin du centre-ville, 15 minutes à pied, et dans lequel, jusqu'à 3 heures du matin, les jeunes peuvent se retrouver pour faire du sport, assister à des concerts, aller sur Internet. On est au milieu des années 2000, donc il n'y a pas encore la Wi-Fi ni la 4G, se relaxer sur des transats. Et là, le principe, effectivement, c'est faire la fête autrement. L'accès est gratuit. La gratuité, c'est un élément important dans les festivals en Bretagne. Mais l'alcool n'est pas autorisé et on comptera jusqu'à 3500 personnes. Alors, ça ne résout pas tout. Mais on a vu tout de suite un impact important et sur les nuisances d'une part, et d'autre part sur la capacité à faire de la prévention. Et puis si je peux terminer, parce qu'on vient de sortir... On va y revenir, Monsieur Morel. J'aimerais juste vous préciser que le QR code est sur votre sac, le sac qu'on vous a donné. Donc vous pouvez poser vos questions. Donc voilà, sur le sac, c'est bien ça ? Sur le programme, pardon. On me dit dans l'oreillette que c'est sur le programme. Vous avez le QR code sur le programme, dans votre sac, justement. Alors après avoir vu avec Cyril Morel comment le pouvoir local s'investit en Bretagne dans la prévention auprès des jeunes, partons maintenant en Savoie découvrir Addicto Village, une formidable mobilisation pour les lycéens, là aussi sur le terrain de la prévention et de la réduction des risques. L'objectif de la prévention, c'est vraiment de transmettre de l'information afin que les jeunes s'interrogent sur leur propre comportement et fassent des choix en connaissance de causes et de conséquences avec pour objectif final se mettre le moins en danger possible. Sur les publics 14-15, on va plutôt être sur de la consommation d'alcool, consommation de cannabis également, et il y a aussi beaucoup à l'heure actuelle protoxyde d'azote qui circulent. Addicto Village, c'est un projet qui est porté par Addiction France sur la Savoie en copartenariat avec la communauté de communes Maurienne-Galibienne. Et on s'est entouré des partenaires locaux. L'équipe d'Addiction France de l'Aravoir qui est venue aussi en renfort pour pouvoir animer différents ateliers. Et on a aussi des prestataires extérieurs sur la question du hip-hop, l'atelier slam. On trouvait intéressant aujourd'hui, par exemple, d'avoir cette idée de l'addiction liée à l'addiction, le fait de pouvoir parler. Ça fait réfléchir un peu. Ouais, c'est compliqué. Ça fait, on se rend compte. On s'en rend compte que c'est compliqué. Ouais, voilà. Et ça permet en fait des fois d'exprimer en fait des ressentis qui peuvent être très personnels. C'est aussi à un moment des échappatoires de pouvoir écrire ce type de texte. Et là, on travaille avec ces jeunes sur l'idée de leur définition, leur expression de un peu de l'addiction. Donc là, on voit que c'est très reconnu au niveau des drogues, mais ils y associent aussi l'alcool, les jeux, les écrans. On ne peut s'en passer pour se sentir bien. Si on en est privé, on ressent un mal de chien. Avec, on a l'impression que notre vie est meilleure. Mais c'est une illusion, on échappe juste à nos peurs. Avec le tabac, on fume du goudron et de la nicotine. La drogue nous fait planer, tout comme la morphine. L'idée, c'est qu'on soit là en amont pour éviter en fait qu'ils aillent trop loin dans leur consommation et que ça bascule du côté de la dépendance, du côté de l'addiction. Bienvenue ici, vous êtes à l'atelier de la CJC, Consultation Jeunes Consommateurs. Elle s'adresse à tous les jeunes qui ont entre 12 et 25 ans. Alors à votre avis, si on prend une boisson énergisante, est-ce que ça fait diminuer l'alcool dans le corps ou pas? Bah non, c'est toujours pareil, tu as toujours la même quantité. Les retours qui nous sont faits depuis ce matin, c'est que les jeunes ont vraiment bien participé. Ils ont découvert pas mal de choses, ils ont eu des informations qu'ils n'auraient pas pu avoir par ailleurs. Les encadrants aussi nous ont fait exactement les mêmes retours, nous disant aussi qu'il y avait énormément d'ateliers, que c'était vraiment une action de grande envergure qui répondait à une problématique de territoire également. On peut les applaudir, vous pouvez les applaudir très fort. Alors, Addicto Village représente une mobilisation très importante pour Addiction France, Jordana Bellegarde. Quel est exactement son déploiement sur le territoire ?
Alors, oui, vous m'entendez. Oui. Effectivement, là, on a une illustration, en tout cas, très intéressante et j'ai envie de dire de ce qu'est la prévention aujourd'hui, de la manière dont elle est construite. Et ça, c'est important en termes de déploiement de la prévention par Addiction France sur l'ensemble du territoire. Et cette co-construction et avec les partenaires du territoire et avec les jeunes qui finalement sont aussi intégrés dans ces démarches de co-construction. C'est l'illustration de la prévention et de la manière dont on l'a fait aujourd'hui. Elle s'appuie notamment sur l'expérience, et on le voit, hein, les jeunes participent à des ateliers, et c'est ce que la personne évoquait et faisait ressortir, que les jeunes, ces ateliers leur permettent de découvrir ce qu'est la prévention. Donc on sort aussi de cette approche moralisatrice qu'évoquait tout à l'heure Bernard Ounelli de la prévention, et ça leur permet aussi d'identifier l'ensemble des acteurs du territoire qui réalisent de la prévention, et on est dans une approche globale et transversale de la santé qui permet de contribuer effectivement aussi à la diminution des risques liés à la consommation de substances psychoactives. Et que, du coup, c'est ce déploiement de cette démarche collective, diagnostique et d'analyse sur chaque territoire qui effectivement est un pilier important de la prévention pour addiction. Moi, j'aime beaucoup ce mot de co-construction. Très important. Et aujourd'hui, la prévention est une co-construction avec les usagers, les jeunes ici, effectivement, sur Addicto Village, mais aussi face à d'autres populations, d'autres publics cibles. On est réellement dans cette co-construction, d'une part avec les usagers, avec les professionnels, puisque effectivement on a ces doubles publics qui ont chacun une expérience et une expertise, et celle des usagers est aujourd'hui au même niveau que celle des professionnels. La leur est importante, mais celle des professionnels est importante, et on conjugue également toute la littérature scientifique, et ce que disait Bernard aujourd'hui, on est sur une prévention qui s'appuie sur les preuves. Mais comment fait-on aujourd'hui de la prévention efficace avec les jeunes ? L'idée, c'est l'objectif, en tout cas, c'est effectivement de les intégrer et de les mettre au cœur de la prévention. Aujourd'hui, on a des critères d'efficacité qui sont relevés, appuyés, validés scientifiquement. On travaille avec des laboratoires de recherche, avec l'école de haute études en santé publique, par exemple, qui amène des informations scientifiques qu'on va confronter aussi au terrain, à l'opérationnalité et donc au public eux-mêmes. Et du coup, c'est en intégrant ces publics-là directement qu'on arrive à faire de la prévention efficace aujourd'hui. On sait aujourd'hui ce qui ne fonctionne pas avec les jeunes ? On sait aujourd'hui ce qui fonctionne avec les jeunes, c'est ce que disait Nelly, la durée, la structuration, et ce qui ne fonctionne pas, c'est effectivement une approche moralisatrice de 2 heures d'une intervention à l'école où on a quelque chose de très descendant. Aujourd'hui, ça ne fonctionne pas, et on ne fait plus de la prévention de cette manière-là, dans une approche moralisatrice et négative de la prévention. Alors Guillaume Moreau, je me tourne vers vous. Est-ce que ce type de mobilisation, Addicto Village, fait venir les jeunes en consultation jeunes consommateurs ? Alors déjà, j'admire le travail de mes collègues parce que j'imagine qu'au niveau organisation, ça doit être quelque chose de très important et c'est vraiment chouette ce qu'ils ont pu mettre en place. Après, aujourd'hui, les CJC, elles manquent quand même de visibilité auprès des consultations jeunes consommateurs. Elles manquent de visibilité. Parce que les jeunes ne connaissent pas forcément en fait l'existence de la consultation jeune consommateur qui peut être à côté de chez eux, et qu'on a un gros travail à faire sur la question de la communication, et c'est un travail qu'on est en train de faire aussi avec le siège national où on travaille sur les consultations jeunes consommateurs avancées. L'Aller Vert, comme dans Addicto Village, c'est vraiment pour nous la méthode la plus adaptée, parce que le développement des CJC avancé dans les différents secteurs, que ce soit mission locale, PJJ, établissement scolaire, au plus près des jeunes, ça paraît vraiment quelque chose de pertinent. Pour travailler avec les jeunes, on ne peut pas rester dans notre bureau à attendre que le jeune il vienne, il frappe à notre porte et puis il vient nous voir. C'est pas possible. Ils le feront pas. Donc le dispositif Addicto Village, ça permet vraiment, en tout cas, de proposer une sensibilisation, une prévention, et surtout de parler des consultations jeunes consommateurs qui existent. Nous, dans Lyon, on a développé depuis plusieurs années, et surtout depuis 2019, des consultations jeunes consommateurs avancées au sein des établissements scolaires de l'ensemble du département, c'est-à-dire collège et lycée.
On a développé ces consultations jeunes consommateurs avancées en utilisant finalement le Covid dans le bon sens, au sens où les enseignants ils se sont retrouvés, le monde de l'enseignement s'est retrouvé un peu sans solution avec ces jeunes qui utilisaient les écrans sans savoir si c'était le moment d'utiliser l'écran outil qui sert à travailler ou le moment où on va utiliser l'écran pour jouer. Et des fois, la frontière était vraiment pas très claire. Et donc, nous, on a fait tout un travail avec l'Éducation nationale pour mettre en place en fait des consultations jeunes consommateurs avancées au sein des établissements. Ne serait-ce que au début 2021, on était à 3 consultations jeunes consommateurs avancées. On arrive début 2022 avec 13 consultations jeunes consommateurs avancées. Donc on est vraiment très, très satisfait de ce qu'on a pu mettre en place et on touche une population qu'on n'aurait jamais touchée si on n'avait pas mis ce type de consultation jeunes consommateurs. Bravo en tout cas, bravo à vous, on peut les applaudir. Bravo, bravo. Alors, l'enjeu de la prévention et de la réduction des risques augmente à mesure que le jeune grandit et s'affranchit de l'autorité et de la sécurité parentale. Coup de projecteur sur la prévention mise en place en Bretagne lors d'un festival de musique électro. Tu vas sniffer du coup vu que tu prends des rouleaux tabac. C'est un peu sur le papier, c'est pas prévu, mais... Non mais au cas où, tu vois, mais si jamais tu consommes de cette manière-là, juste avant de te coucher, tu vois, le mieux c'est de faire après chaque trace, tu vois, un quart d'heure après avoir sniffé, tu te nettoies un peu au sérum phi. Ça évite en fait, c'est que tu as des petits dépôts qui restent au niveau de ta cloison nasale, il y a un risque de nécrose, tu vois. C'est que s'il y a un truc qui colmate, tu vois, au niveau de ta cloison, ça peut se nécroser, tu peux perdre un peu ton odorat, tu vois, c'est pas très agréable. Et du coup, ça sert à ça le sérum phi. Tu peux le faire au moins avant de te coucher, tu vois, au moins. Par le biais du collectif Orange Bleu, on est appelé par les organisateurs. Là, pour le coup, c'est Astropolis qui organise l'événement, qui nous a contactés et qui souhaitait avoir un espace de prévention sur son événement. Au milieu festif, il peut y avoir des personnes qui sont consommateurs de substances, que ce soit alcool ou autres substances dites illégales. Notre rôle, c'est d'essayer de réduire les risques en fonction des consommations des usagers et des festivaliers, d'être dans une posture non moralisatrice et dans un non-jugement global en fonction de leur consommation. Bonjour, il y a 2 personnes qui sont inconscientes. Où ça genre, à côté des autotamponneuses. Oui, elle est sur la droite normalement. Bonjour. Là, ça bouge déjà, c'est pas mal. On peut, si besoin, mettre en place de la maraude. C'est parfois partir à 2, aller voir un petit peu, faire un petit état des lieux, voir un peu comment les choses se passent. C'est vraiment les pères qui sont responsables des uns des autres et qui sont alertés par l'état de certains de leurs pères. Et du coup, par bienveillance, ils alertent des professionnels qui sont investis sur le milieu festif, où on est reconnu en tant qu'acteur. Ils viennent nous solliciter. Sur des nuits comme ça qui durent assez longtemps, qui finissent assez tard, avec parfois des gens qui ont du mal un petit peu à gérer les consos. Donc on va rassurer, on va voir comment les personnes se sentent, essayer d'apporter le plus d'infos et de conseils et d'être au plus près d'eux. Ou sinon après c'est justement du matériel pur. Ils savent qu'ils vont consommer et du coup pour réduire les risques au maximum, ils viennent chercher un matériel qu'ils connaissent ou pas. On leur met à disposition du matériel en distribuant aussi un discours qui est adapté en fonction de leur consommation. Parce qu'il y a vraiment un lien très très fort avec le milieu alternatif et le milieu techno de manière générale. Et on voit bien que c'est un réflexe dès qu'on est sur des événements un peu électro, un peu techno. C'est un réflexe de passer voir l'espace de prévention. Ça nous permet aussi de rencontrer beaucoup de publics qui touchent à la fête de manière globale. C'est vrai que nous, à travers le collectif Orange Bleu, on va pouvoir aussi faire du lien. Donc ça permet aussi d'avoir cette continuité dans les actions. Et de créer des vocations aussi. Et de créer, voilà, et de rencontrer des bénévoles. Applaudir ces jeunes bénévoles qui s'entraident. Et j'aimerais beaucoup
qu'on accueille Wilfried Saint-Fort. Bonjour Wilfried Saint-Fort. Bonjour. Ces images vous parlent. Vous êtes ancien volontaire en service civique chez Addiction France et actuellement jeune bénévole à Addiction France sur le terrain des maraudes en milieu festif. Ces images vous parlent, vous les connaissez par cœur. Oui, du coup, oui, ça me parle. Ça a été mon quotidien pendant pas mal de temps. Et c'est vrai que les conseils qu'on peut revoir dans le reportage, c'est des choses qui me parlent parce que c'est des choses que j'ai pu dire à des jeunes dans le milieu festif. Et en construisant une approche en groupe avec mes collègues, comme on peut l'entendre dans le reportage, entre jeunes, on va avoir d'autres jeunes pour prodiguer des conseils et puis conseiller à des personnes qui sont dans des états de conscience qui sont plus ou moins modifiés en fonction de l'avancée de la soirée. Et puis ça sous-entend aussi qu'on a une petite formation et qu'on est capable de donner des conseils comme ça. Pourquoi vous vous êtes investi, Wilfried ? Je me suis investi parce que c'était en rapport avec mes études. Et puis j'ai toujours été intéressé par le côté addicto. Et puis c'était à la fin de mon service civique une évidence pour moi de continuer. Du bénévolat. Alors quelle est l'importance de ce type d'action en milieu festif ? Eh ben, c'est important parce qu'on est sur une démarche de réduction des risques et entre jeunes, il y a une dimension qui est particulière puisque il y a encore, en général en prévention on juge pas comme on a pu en entendre parler. Vous n'êtes jamais dans le jugement ? Non, jamais dans le jugement et en plus le fait que ce soit des jeunes qui approchent d'autres jeunes, j'imagine qu'il y a une dynamique qui est différente et qui permet en fait d'instaurer un climat de confiance assez rapidement. Et pour les jeunes. Qu'est-ce que ça apporte justement le fait que ces maraudes soient menées par des pairs, des jeunes issus du même sérail ? Ça apporte, comme je disais, de la confiance, de l'écoute. Après, on n'est jamais sûr. De la compréhension aussi ? Oui, de la compréhension, oui. On parle de choses que même nous, en tant que jeunes, on vit. Et puis, il n'y a pas le côté médical qui intervient, vu qu'on n'a pas de fonction médicale. Donc, les gens sont plus à l'aise pour se confier sur des choses qu'ils ne diraient pas forcément à d'autres personnes. Alors, qu'est-ce que ça apporte en tant que jeune bénévole, ces actions de prévention ? À titre personnel, c'est des rencontres, déjà avec son groupe de bénévoles, parce qu'on n'est jamais seul. On fait face aux difficultés et puis aussi aux choses positives ensemble. Et puis, c'est toujours un espoir qu'on a en quittant les groupes qu'on va démarcher, de s'imaginer que la petite graine qu'on a plantée, elle va germer à l'avenir et aider des personnes. Merci Wilfried Saint-Fort, en tout cas pour votre investissement, on peut vous applaudir. Merci beaucoup. Alors, je m'adresse à tous les invités. Quelle est, selon vous, la posture non moralisatrice à adopter en milieu festif ? Jordana Bellegarde. Alors, effectivement, Wilfried l'a bien évoqué, c'est cette posture de non-jugement qui est très importante pour favoriser en tout cas les choix des consommateurs. De pouvoir aussi échanger, discuter sur leurs pratiques. Et ça, c'est des éléments importants en prévention pour justement respecter l'autonomie et les choix, leur permettre de faire des choix éclairés pour consommer ou pas. Et ça me semble important dans la posture non moralisatrice, en tout cas auprès des usagers. Cyril Morel, sur cette posture non moralisatrice, essentielle pour la prévention auprès des jeunes ? Alors, elle est essentielle et au-delà de la posture, c'est aussi effectivement la présence active dans les lieux où sont les jeunes. On l'a évoqué tout à l'heure et puis je partage tout ce qui a été dit à la fois sur l'approche partenariale, la co-construction, les messages avec les pairs. Nous on a fait un travail il y a un travail qui est fait dans un lycée professionnel avec des lycéens pour construire des messages qui sont directement destinés aux pairs. C'est le travail qu'on mène en partenariat avec en ce qui nous concerne, à la fois l'éducation nationale, la direction diocésaine de l'enseignement catholique, puisqu'on est en Bretagne, et les associations pour se coordonner. Et puis après, c'est effectivement tout ce qu'on peut faire, à la fois sur l'espace public, on l'a vu, mais également, je ne reviens pas sur le dispositif Prévenville, ce bus qui est présent les fins de semaine, jeudi soir, vendredi soir, sur les espaces festifs, mais qui a aussi une présence à l'entrée dans les cités universitaires et sur les lieux de fête en début de soirée, et puis en fin de nuit dans les discothèques et autres lieux festifs. Et puis une expérience qu'on a lancée et qu'on continue, j'ai amené quelque chose, c'est parce qu'on a aussi le développement, et qui là s'est accéléré
avec la crise sanitaire des soirées festives privées, qui peut être assez importante. Et on a ce qu'on appelle l'Happy Kit. Donc, montrez-le au public. Voilà, je le montre. L'Happy Kit, donc, qui contient tout le matériel de prévention et de réduction des risques dont on peut avoir besoin pour une fête. Alors, quand un jeune veut organiser une fête, il va au 4 bis, le centre information jeunesse, et puis après un échange avec la structure, eh bien, il repart, et puis en fonction de ce dont il a besoin, parce qu'il y a plein de choses dedans, on a vu les roules tapailles tout à l'heure, il y a des préservatifs, il y a des bouchons d'oreilles, il y a des stylotests, il y a tout ce qu'il faut. En fonction de ses besoins, eh bien, elle est plus ou moins garnie, et puis il repart avec, et puis c'est fait comme c'est une trousse de toilette, donc là aussi on peut la suspendre à l'entrée de la fête, et chacun peut aller chercher, s'il n'y a pas de stigmatisation là non plus sur les différentes pratiques festives qu'on peut trouver. Je crois que ça fait partie des éléments qui sont importants aujourd'hui, d'être pas de stigmatisation, bien coordonné entre les acteurs et agir au plus près du terrain. Alors Jordana Bellegarde, un mot sur l'analyse des stupéfiants souvent demandés sur place par certains consommateurs. Et effectivement, l'analyse de drogue, c'est un outil supplémentaire qu'on a à notre disposition aujourd'hui, en plus, dans la réduction des risques et des dommages, qui a été renforcé par la loi de 2016. Et vous l'avez très bien dit, ce mot sur place, finalement, est un élément important dans l'analyse de drogue, puisque elle doit être faite, en tout cas, on recommande qu'elle soit faite en proximité, vraiment sur place, en contexte festif. Et c'est ce qui est fait, notamment par le dispositif l'Orange Bleu, où effectivement en association avec d'autres partenaires sur le territoire, par exemple en Ile-de-France avec le dispositif Fête Éclair, et que du coup elle permet réellement aux consommateurs de faire un choix éclairé sur ce qu'il consomme. C'est fait à sa demande, sur place. Ça permet d'une part aux consommateurs d'identifier aussi les acteurs sur le territoire. On sait, grâce à des études aussi menées à petite échelle, en Bretagne notamment, que d'aller rencontrer les professionnels pour de l'analyse de drogue ou pour avoir du matériel de réduction des risques, ça permet aux consommateurs d'échanger sur leurs pratiques, de rencontrer, de créer du lien. Et puis, pour les professionnels, ça permet d'actualiser les connaissances, de réaliser une veille nationale aussi sur les produits qui circulent, qui sont en cours, et puis d'avertir et de sensibiliser les consommateurs aux produits qui apparaissent, qui changent, qui sont modifiés. Et puis, ça permet aussi pour les pouvoirs publics de garantir une veille nationale sur l'ensemble des produits qui circulent. Donc c'est vraiment un outil de réduction des risques supplémentaires qui permet à l'ensemble des acteurs, que ce soit le consommateur, le professionnel ou les pouvoirs publics, de réduire les risques liés aux consommations. Claire. Alors, Cyril Morel, comment la prévention trouve sa place dans des politiques davantage orientées vers la répression? C'est une question du public. C'est compliqué. C'est compliqué, je vous le cache pas. On est dans deux mondes qui s'ignorent en réalité. Enfin, je le dis de mon point de vue très concret, puisque en matière de sécurité civile, bien quand il y a un festival d'organiser, l'idée c'est plutôt de faire respecter les règles et toutes les règles, c'est-à-dire y compris, on avait les transmusicales le week-end dernier à Rennes, ça veut dire des présences de gendarmes à l'entrée de la fête avec des chiens pour détecter les produits, ce qui n'empêche pas d'avoir à l'intérieur un stand de prévention, mais qui donne qui est ça, et en même temps l'obligation pour nous de diffuser un message et d'accompagner les jeunes dans la régulation de leur consommation, dans la réduction des risques, et de ne pas être dans ce message moralisateur. Donc c'est effectivement très compliqué. C'est encore un peu deux mondes qui s'ignorent, mais c'est aussi lié. Et puis là, peut-être mettre un peu les pieds dans le plat, mais la question, aujourd'hui, la principale drogue illicite consommée, on l'a dit tout à l'heure, c'est le cannabis, qui est un produit d'une banalité outrageante. Et tant qu'on ne se posera pas d'une manière ou d'une autre la question de la légalisation, on ne sortira pas complètement de cette capacité à pouvoir dire, mais comme on le fait pour l'alcool, aujourd'hui sur l'alcool, si on arrive à avoir c'est parce que l'alcool étant légal, on peut dire, voilà, vous pouvez consommer, voilà la limite dans la consommation. On ne peut pas le faire aujourd'hui sur les autres drogues, que ce soit le cannabis ou le protoxyde d'azote, qui effectivement, je confirme, pour avoir été... Vous avez essayé ? Alors, j'ai pas essayé, mais je suis allé samedi, le week-end dernier, on avait les transmusicales. Donc, 60 000 festivaliers aux transmusicales. Le off, bar en trans, une centaine de concerts dans le centre de Rennes. Et le off du off, une rave dans un hangar. J'y suis allé à la demande de la préfecture faire un tour quand ils m'ont prévenu. J'ai jamais vu autant de protoxyde d'azote en vente.
Et on reviendra sur la question de la légalisation du cannabis en fin d'événement. Alors agir sur le terrain, c'est très important évidemment. Néanmoins, il faut également traiter le mal à la racine, prévenir à la source en s'intéressant à la transmission des addictions de génération en génération. C'est ce que nous allons voir avec le reportage qui suit, qui se déroule sur l'île de la Réunion et qui évoque un programme phare d'Addiction France, une affaire de famille. C'est un programme qui va permettre de clarifier certaines choses au niveau du système familial. On s'aperçoit que certaines personnes, inconsciemment, reprennent ce qu'ils ont vécu avec les parents et vont mettre en place ce mécanisme des addictions. J'étais venue en premier lieu par rapport à un père alcoolique avec des situations qui m'ont marquée. Et un schéma répétitif, on va dire, par rapport à mon comportement ainsi que mon conjoint. Il est lui aussi, on va dire, addict à l'alcool. Donc j'avais besoin d'aide pour avoir des clés, des réponses, des solutions pour ne pas reproduire la même chose pour mes enfants. Ça, le plan d'action pour briser la transmission peut vous être d'une grande utilité à cet égard. Choisissez un comportement que vous désirez travailler avec votre enfant. On est là pour apporter des informations. Ce n'est pas un groupe thérapeutique, c'est vraiment des séances de prévention. Et c'est les personnes qui vont accueillir tout ça et qui vont eux-mêmes faire des liens. Le message « je », c'est d'abord, on nomme les faits, après on dit ce que l'on ressent, et le parce que, le pourquoi. Donc ça va être un exercice en fait qu'on va vous donner à faire pour la fois prochaine, c'est utiliser le « je ». D'avoir abordé les règles, les rôles, le système familial, la codépendance, l'abandon, a permis de déjà avoir des petites actions concrètes. On les voit s'exprimer, mettre des choses en place. On voit vraiment que le programme est bénéfique. J'ai su faire un travail sur moi, autour de moi, le fameux module où j'ai changé les choses en place en fait. Que je vois la différence, mais après c'est vrai que le après fait peur. Les plans d'action vont beaucoup vous aider à chaque fois qu'il y aura, il y aura une faille entre guillemets, revenez à votre plan d'action. Les personnes qui venaient au départ étaient plus l'entourage. On a ouvert aussi aux personnes qui ont une problématique d'addiction, mais qui sont dans un changement. Je vais faire de mon mieux. Par rapport à mon conjoint, je pense qu'il devrait faire affaire de famille pour qu'il puisse vraiment comprendre sa réaction. Je pense que son passé a un gros impact par rapport à son présent. Et bravo aux équipes sur place à La Réunion. Alors, Jordana Bellegarde, pourquoi ce programme, une affaire de famille, est-il unique et novateur ? Le programme Une affaire de famille, c'est un programme qui est un programme canadien qui est déployé au Canada depuis 1993, qui a été créé par Lynn Caron, qui est travailleuse sociale au Canada, au Québec, et qui a créé ce programme et qu'on a adapté en France avec le docteur Antoinette Fouilleul, et qui se déploie depuis 2011 en Normandie et depuis 2016 à La Réunion. Et on le voit là dans le petit film, les animatrices qui sont présentes aujourd'hui avec nous. Elles sont là ? Oui. Elles sont où ? Qu'elles se manifestent. Voilà, bravo. Bravo. Merci. C'est un programme qui s'intéresse à la transmission intergénérationnelle des souffrances familiales et donc à la reproduction des souffrances familiales comme les conduites addictives notamment, puisque effectivement il peut y avoir d'autres éléments comme les violences intrafamiliales, etc. Et ce programme, en tout cas pour répondre à votre question, est novateur aussi puisque il cible le public cible, en tout cas, ce sont les victimes indirectes que sont les enfants. Et du coup, on a peu de programmes aujourd'hui qui s'intéressent aux victimes indirectes et on est en train notamment de continuer à évaluer ce programme pour passer de quelque chose d'innovant qui a construit, structuré avec des critères d'efficacité, en dégager un modèle logique d'activité pour en faire un programme probant. Alors justement, Guillaume Moreau, en tant que psychologue, en quoi les violences intrafamiliales sont des psychotraumas qui bien souvent sont à l'origine de conduites addictives ? Quel est le mécanisme ?
Alors, déjà, pour quelques chiffres qui ça me paraissait quand même important, concernant la dépendance à l'alcool, on sait qu'elle est quand même beaucoup plus fréquente chez les femmes que chez les hommes qui ont subi des violences sexuelles pendant l'enfance. Mais on sait aussi que la consommation de cannabis survient plus tôt que dans l'ensemble de la population, chez les personnes qui ont vécu en fait des problèmes de violences sexuelles. Enfin, les abus sexuels aussi sont un facteur de risque élevé à la fois d'usage et de dépendance à des drogues, notamment la cocaïne, l'héroïne ou le crack, où le risque est multiplié quand même par 5. Donc c'est très important. Après, sur la question des psychotraumas, on peut se poser la question de que ça entraîne en fait des difficultés dans la modulation des émotions chez les personnes qui ont vécu ce type de trauma. Et la consommation de produits, en fait, elle participerait en quelque sorte d'un mécanisme en fait d'autorégulation compensatoire sur la question du coup toujours de ces émotions. Et l'addiction, elle pourrait être vue comme un système adaptatif au vécu traumatique. Après, on peut trouver aussi d'autres liens avec les psychotraumas et les conduites addictives. Les addictions, elles pourraient être considérées comme une manière de supporter au quotidien. Se protéger ? Oui, une sorte d'échappatoire finalement, en fait, pour supporter ces violences subies au quotidien. Alors, comment accompagner ces personnes ? Dans la question de l'accompagnement en fait des personnes qui ont subi ce type de violence, la première étape pour nous c'est la question du repérage en fait, le repérage le plus précoce possible pour éviter en fait que les symptômes en fait se rigidifient et s'intensifient. Quels sont les moyens de repérage justement ? Les moyens de repérage, ça va être dans les consultations, dans les moments où on va être au plus près en fait des personnes et de s'autoriser à poser tout simplement aussi la question en fait. Et c'est comment on va réussir à faire que les professionnels posent les questions. C'est en les formant, en les sensibilisant sur la question des violences intrafamiliales. Et pour les personnes victimes de violences intrafamiliales, il est très important qu'elles puissent avoir un espace de parole, d'échange. C'est fondamental. C'est ça. Après, la question du repérage, il y a une étape qui est plus qu'importante. C'est la question d'avoir cet espace en fait, psychothérapeutique, en fait, d'accompagnement et de travail autour de ce psychotrauma. Alors, ça peut se faire aussi bien chez un psychologue que chez un psychiatre ou un thérapeute, mais avoir un endroit où on peut venir déposer en fait sa souffrance, les violences subies, et puis finalement réussir à prendre de la distance en fait avec ce vécu. Alors, certains enfants sont, hélas, plus vulnérables que d'autres face aux risques futurs de conduites addictives. Pour certains, la cause première reste la famille, avec la problématique de la reproduction familiale. Pour d'autres, cela peut être lié au handicap qu'ils portent, comme par exemple des troubles dysfonctionnels, TDA, hyperactivité, etc. Je vous propose de regarder ce reportage aux Ulysses, à l'école primaire de la Châtre, dans le centre Val-de-Loire. Bonjour les enfants. La prévention des addictions aujourd'hui en milieu scolaire, ça passe vraiment par le développement et le renforcement des compétences psychosociales. C'est vraiment notre travail au quotidien en école primaire et en collège. Ça, c'est notre météo. C'est la tristesse, ouais. Et là, on est en colère. T'as un petit souci aujourd'hui, Méliana ? Ça va plutôt bien, Clémence. Oui. Tous les enfants du dispositif Ulysse sont en situation de handicap. C'est vraiment des handicaps qui peuvent être très variés. On a des enfants qui souffrent de TSA,
Donc c'est les troubles du spectre autistique, des troubles envahissants du développement, des troubles cognitifs, des troubles du comportement qui empêchent l'entrée dans les apprentissages. Nous proposons avec Laure et l'Éducation nationale un programme. Il s'agit de 10 compétences que nous avons travaillées tout au long de l'année. On a pensé ce programme tout en respectant les critères de Santé publique France. Tout le monde a choisi un personnage? Oui. C'est Très bon bien. Wesley aussi? Moi, je pense Ça plaît ça? Aujourd'hui, nous avons fait le choix de travailler comme objectif de séance la gestion des émotions en lien avec la thématique des addictions. Ça peut être aidant pour les enfants car plus tôt dans leur vie, ils vont identifier des stratégies qui leur conviennent pour gérer leurs émotions. Il y a de grandes chances, en tout cas, que plus tard, ça va les protéger de l'addiction. Et on lève juste une jambe. Super, tu y arrives. Quand je suis en colère, je peux. Alors, on imagine, tu es très en colère. Qu'est-ce que tu fais, Méliana? Moi, je sais. Est-ce que tu cries quand tu es très en colère? Ah ouais, Méliana, elle crie quand elle est très en colère. Au départ, c'était pas aisé pour eux d'identifier ce qu'ils ressentaient, de mettre des mots sur leur ressenti, leur vécu. Et aujourd'hui, ils se livrent plus facilement et aussi, ils ont acquis des stratégies pour essayer d'apaiser les tensions qu'on peut ressentir émotionnellement. Qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui de cette séance? Être calme. Être calme. Être détendu. Être détendu. D'accord, Soleria. Ok. Qu'il existe plusieurs choses pour se détendre. Cette année, nous sommes intervenus auprès de 5 classes. Ça représente une 60aine d'élèves, uniquement dans le département de l'Indre. Ce projet a vocation d'être étendu en région. On espère que beaucoup d'enfants vont pouvoir bénéficier de ce programme-là. On peut les applaudir. Et je voulais évidemment parler du programme Ulysse, donc dans cette école primaire de la Châtre, dans le centre Val-de-Loire. Pouvez-vous nous rappeler ce que sont les CPS, les compétences psychosociales? Pourquoi agit-on dessus et quel lien y a-t-il avec les conduites addictives? Jordana Bellegarde. Pour répondre à votre question, les compétences psychosociales, c'est l'ensemble des compétences qui vont permettre aux personnes de s'adapter dans la vie quotidienne à l'ensemble des situations. Comme résister à la pression sociale, savoir dire non, toutes les compétences émotionnelles. Et on l'a vu dans le programme Ulysse, parce qu'il travaille la météo des émotions. Voilà, donc, qui vont aussi permettre de pouvoir retarder, éviter, réduire les risques liés aux consommations de substances psychoactives, d'où le lien avec les addictions. Et ce programme Ulysse me semble être aussi une illustration très concrète de comment est-ce qu'on travaille les compétences psychosociales avec les enseignants. Et on le voit puisque les enseignants sont intégrés effectivement dans le dispositif, et l'animatrice le précise, puisque c'est un programme qui est porté par l'équipe d'Hervé Slipotique dans l'Indre. Et qui, du coup, s'appuie sur l'expertise des enfants, des enseignants, intègre l'ensemble de l'équipe éducative qui reste en proximité aussi au quotidien des enfants, et qui leur permet de continuer à développer ces compétences psychosociales, et notamment à travers d'autres situations de la vie quotidienne, de l'ensemble des activités éducatives. Et on a un enjeu là aussi d'évaluation de ce programme. On recherche toujours activement des financeurs pour évaluer ce programme et du coup le faire valoir aussi, puisqu'on a des éléments empiriques qui ont été relevés par les équipes sur le passage de qu'est-ce qui est transposable auprès des enfants à besoins éducatifs particuliers, comme on le voit ici, aux enfants effectivement dits plus classiques. Un mot, qui sont les financeurs? Les financeurs, donc effectivement sur les territoires, on a les ARS, mais aussi effectivement le Fonds de lutte contre les addictions au niveau des régions et au niveau national, ou effectivement des appels à projets recherche, et notamment pour l'évaluation des programmes, l'appel à projets recherche de Biarritz. Guillaume Morel, sur le développement des compétences psychosociales. Le développement des compétences psychosociales, en fait, peut se faire à tout âge. On peut le faire aussi bien avec les enfants, les ados, les adultes. Ce qui est intéressant, en tout cas, dans le programme là, qui a été montré, c'est qu'on va venir toucher un public Ulysse avec des difficultés, et on voit bien qu'on peut adapter avec ce type de public l'approche des compétences psychosociales.
Et nous, on le voit dans nos consultations jeunes consommateurs, que souvent, ces publics sont sensibles, en tout cas, à la problématique autour des écrans. Et justement, la question de la prévention est toujours en continuum avec la consultation jeunes consommateurs et après le soin, si nécessaire. Et donc là, on voit vraiment que l'intervention dans ces classes et avec ce type de public va pouvoir peut-être amener aussi à des orientations vers une consultation de jeunes consommateurs. Donc c'est hyper intéressant et qu'il y a déjà un travail sur les compétences psychosociales, c'est-à-dire se positionner dans un groupe, savoir dire non, se poser en tout cas des questions sur ce qui est en train de se passer. Et je trouve que c'est très pertinent en tout cas avec ce type de public et que nos animatrices de prévention, elles font un gros boulot en tout cas au quotidien pour trouver des manières d'adapter ces différents programmes en fonction du public, en fonction de l'établissement dans lequel elles vont travailler. Donc voilà. Alors, Johanna Bellegarde, je subodore la réponse. L'éducation nationale doit-elle prendre sa part de responsabilité en intégrant les compétences psychosociales dans les programmes scolaires ? Alors, effectivement, la mobilisation de l'éducation nationale dans le développement de programmes autour de la prévention et des compétences psychosociales, c'est pour nous un élément indispensable et important sur lequel on travaille effectivement avec la DGSCON, par exemple, et avec l'ensemble des académies sur les territoires. Et il existe un VADEMECOM, promotion de la santé, école promotrice de la santé, VADEMECOM 2020, où effectivement ces compétences psychosociales sont répertoriées et précisées, en tout cas pour l'ensemble des situations éducatives. Et la diffusion massive de ce VADEMECOM, la mobilisation des enseignants, la mobilisation des académies, effectivement, est un outil en tout cas indispensable pour le développement de la prévention, au même titre que de l'intégration de la formation des enseignants dans le plan académique de formation, par exemple. C'est des outils qui, effectivement, soutiennent ou pourront soutenir le développement des programmes en milieu scolaire. Alors, pour clôturer cette première table ronde, je vous propose d'accueillir Claire Touzard, journaliste et autrice du livre autobiographique Sans alcool. À travers son histoire, Claire Touzard porte un regard très intéressant sur l'alcoolisme et sur les addictions, plus largement un regard quasiment sociologique. Bonjour, bonjour. Claire Touzard. Un mot sur cet événement auquel vous avez participé. Quel est votre sentiment là, au regard de votre addiction, de votre ancienne addiction ? Moi, j'aurais bien aimé avoir ça à l'école. Je trouve que c'est hyper intéressant parce que c'est à l'école qu'on commence déjà à apprendre à boire quelque part. Même si c'est pas dit, on voit les grands le faire. Personne ne dit que c'est mal. Au contraire, c'est festif. Et puis très vite, dès l'adolescence, ça rentre dans les normes pour sociabiliser. Et donc, si on m'avait dit, tu peux faire du yoga, voilà, je pense que déjà, j'aurais une approche différente. D'où l'importance du travail de tous les bénévoles et de tous les salariés qui sont là aujourd'hui, cet après-midi. Alors, votre regard sur la déconstruction de l'image de l'alcool, qui est une norme sociale, il faut bien l'avouer, sur cette banalisation de l'alcool. Oui, en fait, mon livre sur le bandeau, c'est marqué être sobre et plus subversif qu'on ne le pense. Parce qu'en arrêtant de boire, j'ai découvert à quel point c'était une norme en fait de boire. On pense toujours que boire, en fait, c'est transgressif, c'est drôle, c'est ça qui est festif, etc. Alors qu'en fait, c'est une norme, c'est-à-dire que tout le monde le fait. Et que c'est vraiment quand on arrête qu'on se rend compte de ça, c'est-à-dire qu'on est conditionné à ça. Et surtout, on vous regarde avec des regards effarés quand vous dites que vous ne buvez pas. C'est-à-dire qu'on a mis tellement de choses derrière l'alcool. L'alcool, c'est ça qui rend drôle, c'est ça qui rend sociable. Et puis en France, en plus, on a vraiment ça dans l'ADN. C'est quelque chose qui fait partie de l'héritage culturel, etc. Pardon. Et puis ça s'est accéléré ces derniers temps aussi avec le fooding, le côté très gastronomique est devenu très cool et moderne. Alors du coup, voilà, on n'était plus alcoolique, on était bon vivant. Il y avait beaucoup d'excuses comme ça, comment dirais-je, pour témoigner. Enfin, dès qu'on était alcoolique, en fait, non, en fait, je suis fooding, etc. Et donc, en fait, tout ça a fait que, voilà, quand on boit pas, finalement, on est à l'inverse puritain, cul serré, rabat-joie, etc., etc. Et donc, moi, ce que j'ai essayé de faire avec mon livre, c'est au contraire dire, comment dire, non, ce qui est subversif aujourd'hui, c'est d'être sobre. C'est-à-dire revaloriser la sobriété. Mais comment valoriser la sobriété ? Déjà, c'est changer le vocabulaire. C'est-à-dire, on parle toujours de liberté avec l'alcool, et moi, j'ai envie de dire, non, la liberté, c'est d'avoir toute sa pensée, par exemple, pour écrire des livres, et donc de ne pas être bourré tout le temps. Par exemple, ça, c'est une sorte de liberté assez intéressante. Et je trouve qu'aujourd'hui, elle est d'autant plus... je sens que mon discours a du poids, parce qu'on voit que la sobriété est valorisée aussi par une jeune
jeune génération, puisque arrivent toutes les questions autour du consentement, autour de la violence que provoque l'alcool et du bien-être social qu'on a envie, surtout depuis le MeToo. Et donc on voit que les jeunes aussi sont plus réceptifs à tout ça, parce qu'ils voient bien aussi que en fait, l'alcool nous mène dans des impasses, même intellectuelles, en fait. Et que du coup, aujourd'hui, arriver avec ce discours, c'est dire, voilà, tu peux être puissant autrement, tu peux être drôle autrement. Et je pense que c'est tout un imaginaire qui est à déconstruire, en fait. Et comment le changer, cet imaginaire, justement, sur l'addiction et sur l'alcoolisme en particulier? Il y a plein d'autres façons, et je trouve que la culture joue un grand rôle, puisque c'était intéressant ce que disait un bénévole tout à l'heure. Il disait, voilà, nous on est jeunes, il n'y a pas l'aspect médical, donc les gens se confient. Quand on écrit un livre, c'est un peu pareil en fait. Il n'y a pas le côté médical ou moralisateur, donc les gens ont tendance plus à vous, justement, à se reconnaître en vous et à bien vouloir témoigner, ne plus avoir honte, puisque ça passe par d'autres biais. Et on le voit aujourd'hui, il y a des podcasts qui se créent, il y a beaucoup de choses. Et je pense que le biais culturel, il est intéressant, puisque c'est ce biais culturel qui a beaucoup véhiculé l'imaginaire de l'alcool. On voit, par exemple, dès qu'on veut rendre une fille cool en série, on la fait boire, en fait. Et voilà. Et aujourd'hui, si on commence à construire des personnages, par exemple, là, je pense à une série, par exemple, d'un personnage LGBT qui arrête de boire, qui est sobre et c'est lumineux et ça va avec l'amour qu'elle rencontre, etc. Si on commence à renverser cet imaginaire, et en fait, on voit que tout d'un coup, on se dit, tiens, en fait, ça peut être une délivrance, ça peut être subversif, ça peut être plein de choses, en fait, la sobriété. Vous en êtes où aujourd'hui, Claire Touzard? Je suis toujours sobre et heureuse de l'être. Tant mieux, on peut vous applaudir. Merci beaucoup, Claire Touzard. Merci. Alors j'aimerais qu'on accueille l'humoriste Frédéric Sigrist, mon camarade sur France Inter, que vous pouvez écouter demain à 6h55. Bonjour mon cher Frédéric. Alors lui, il va vous parler, Frédéric Sigrist, de toutes ces addictions passées, présentes et à venir. Et à venir. Et à venir. Je vous laisse la parole, mon cher Frédéric. Bonjour. Alors d'abord, on va mettre les choses au clair tout de suite. Je sais absolument pas ce que je fous là. Ah non, vraiment. Et vu la tête de certaines personnes, je suis pas le seul aujourd'hui. En même temps, je dois avouer que je vous écoute depuis tout à l'heure. Déjà, moi, quand on m'a présenté le projet, on m'a dit 150 ans, addiction de France. J'étais là, je disais 150 ans. L'addiction, ça conserve. Non, parce que vraiment, moi, je ne savais pas. Et puis, je me suis dit, quand même, vous êtes des warriors. Il fait -2 dehors. À 15h, il fait nuit. Il y a une guerre en Ukraine. Des grèves SNCF. Crise énergétique. Vous vous êtes dit, ouh, si on se faisait une petite journée sur l'addiction à la maison de la radio, mais vous êtes des gueudins. Franchement, la dinde et le chapon de la semaine prochaine, vous l'aurez pas volé, hein. J'imagine que tout ça se fera sans alcool, bien évidemment. Ah non, c'est vrai que moi en fait c'est Ali avec qui je travaille à France Inter, parce que vous voyez qu'à France Inter on a une addiction pour les chauves barbus. Chacun son truc, hein. C'est Ali qui m'a dit, écoute Frédéric, je vais animer, parce qu'il parle toujours comme ça, tu sais, il est très posé. Quand tu parles avec Ali, c'est une sorte de voyage de la nature et découverte. Là, écoute Frédéric, je vais animer une journée sur l'addiction et on va entendre toute la journée des gens brillants, extrêmement engagés. Donc j'aimerais bien que tu viennes pour assurer peut-être une petite respiration. Voilà, c'est sa manière à lui de parler. Il dit, petite respiration, ce côté feng shui mental. C'est la méthode Christophe André. Tu vois, il faut de l'équilibre en toute chose. C'est-à-dire que dans une soirée, dans une journée où on n'entend que des gens brillants, il est nécessaire d'avoir un con qui rappelle à l'auditoire qu'à l'extérieur, les gens sont comme moi et non pas comme vous. Voilà. Et aujourd'hui, le con, c'est moi. Alors, évidemment, devant la beauté de la cause, je me suis laissé convaincre extrêmement facilement. C'est-à-dire que je n'ai pas dit non et en fait, c'était trop tard. Et c'est vrai que moi, j'ai réfléchi. Je me suis dit, mais c'est quoi la définition d'une addiction ? Parce que, par exemple, à partir de combien d'heures de jeux vidéo on peut considérer être dépendant ? C'est pas pour moi, c'est pour un ami. Hein. Non, je pose la question, parce que là, je sais que vous êtes concernés. Parce que moi, j'ai des enfants, je sais que généralement, j'ai 2 enfants, je les élève très bien. Je travaille à France Inter, vous imaginez bien. Hein. Alors, mais ça, on est dans une sorte de trip développement durable, quinoa, trottinette électrique, enfin bref, on est chiant à mourir. Mais on a la map tous les vendredis. Oh,
des légumes de saison, des petits marrons. Ça fait 6 semaines qu'on bouffe des petits marrons. Oh là là, on l'aime la planète. Hein. Par contre, elle... Non, vraiment, on est vraiment dans ce trip-là. Et donc moi, je sais qu'avec mes enfants, je préconise 15 minutes d'écran par jour. Alors que j'ai grandi dans les années 80. Non, mais on est terrible quand même. C'est vrai, parce que moi, je vois mon fils des fois. Il revient de l'école, il s'est tapé 7 à 8 heures d'études. Il a appris plus de trucs en une journée que moi en 7 ans. Il revient le soir, il a des poches sous les yeux, il a des bons résultats, il est gentil, il me vient me voir, il fait comme ça. Papa, j'ai fini mes devoirs de la semaine prochaine. Oui, j'ai regardé sur Pronote, ça va, tout va bien. J'ai le droit de regarder un dessin animé? Monsieur veut regarder un dessin animé. Monsieur a pris la confiance. Alors qu'on a de très jolis jouets en bois. Écoute, dans ma grande mansuétude, je t'autorise 15 minutes d'écran. Mais quel gros bâtard je suis. J'ai grandi dans les années 80, j'appelais la télévision maman. Elle était branchée du matin au soir, j'ai tout vu à la télé. Moi, j'ai vu Véronique et Davina à poil avant le jour du Seigneur. Je voyais des nanas se dessaper le vendredi soir au Colaro chaud. J'ai regardé la 5 de Berlusconi, j'ai vu des films d'horreur à 20h, j'ai tout vu. Et qu'est-ce que je dis à mon gosse? Attention! Pas plus de 15 minutes d'écran, sinon tu vas devenir complètement con. Oh. Et qu'est-ce qu'on fait une fois qu'ils sont partis se coucher, les gamins? Qu'est-ce qu'on fait? Vous le savez, vous riez, vous savez. On va se taper 3 saisons de The Crown ou Downton Abbey. Moi, j'ai un pote, son gosse, il arrête, c'est son truc. Tout le temps, il se plaint, il se dit oh, mon fils, il passe trop de temps devant les écrans, il arrête pas de regarder son téléphone portable. Et je dis c'est normal, c'est toi qui lui donnes. Il a 9 ans, tu peux pas payer un abonnement et avoir la 4G et te payer un iPhone à 9 ans, c'est bien que tu leur files. Ah bah oui, mais moi, il y a le nouveau. Et donc, c'est comme si tu filais les clés d'un magasin Haribo à un gamin de 5 ans et que tu t'étonnes d'après qu'il ait des caries. C'est la même chose. Mais on fonctionne comme ça. Donc moi, puisque j'en profite pour avoir des professionnels de la santé devant moi, vu que 15 minutes d'écran, c'est une moyenne. Moi, je sais que je joue beaucoup plus que 15 minutes par jour de jeux vidéo. Et je voudrais vous demander, comme j'ai eu une console qu'à partir de 15 ans, est-ce qu'on peut considérer que j'ai épargné des points télé que j'ai le droit d'utiliser aujourd'hui? Non? Ok, bon, ça se tente. Non, je sens bien que je joue beaucoup aux jeux vidéo parce qu'en fait, en plus maintenant on a des outils, même les concepteurs de jeux, eux-mêmes ont pris conscience que ça pouvait générer une addiction. Et donc, par exemple, tu as le nombre d'heures de ta partie sur la sauvegarde. Quand tu joues à la console, tu vois le nombre d'heures que tu as passé sur un jeu. Et moi, des fois, je regarde, je ne veux pas regarder, je suis là, oh là là. Je veux dire, quand tu as passé plus de temps sur un jeu que Thomas Pesquet dans l'espace, en général, c'est que tu joues beaucoup. En plus, moi, maintenant que j'ai des enfants, je joue quand ils sont couchés, la nuit. Et donc, généralement, je joue en ligne avec des joueurs du monde entier, des Américains, des Japonais, tout ça. Ça, je joue dans des jeux de rôle massivement multijoueurs. On fait des donjons, on va se battre contre des dragons. Donc, il y a le guerrier, le voleur, le magicien. Et je sais que je joue beaucoup parce que des fois, je m'endors. Ce qui est extrêmement gênant quand c'est toi qui dois guérir ton équipe. Ce qui fait que maintenant, je sais insulter les parents en 19 langues. Ah oui, parce que généralement, ils disent « Ouais, what the fuck, what are you doing ?» et tout. « Qu'est-ce que tu fous? Pourquoi tu dors? C'est pas possible. » Alors moi, j'aurais dit « Oui, mais j'ai 45 ans. En plus, cet après-midi, il a fallu que j'écrive un sketch pour France Addiction. » Et là, généralement, ils s'arrêtent, font « Quel âge tu as? 45 ans ?» Et là, ils font « Pédophile » et ils raccrochent. Mais enfin voilà, là je vous ai parlé d'une première addiction, j'en ai plein d'autres, mais on va continuer cette journée et je reviendrai pour parler de la suite tout à l'heure. Merci Frédéric Sigrist, qu'on peut applaudir. On va le retrouver tout à l'heure. Frédéric Sigrist. Je remercie vraiment vivement Cyril Morel, Jordana Bellegarde et Guillaume Moreau, que vous pouvez applaudir. Bravo et merci. Bravo.